Émile Zola, L'argent. Chapitre 2. Après sa dernière et désastreuse affaire de terrain, lorsque Saccard dut quitter son palais du parc Monceau, qu'il abandonnait à ses créanciers pour éviter une catastrophe plus grande, son idée fut d'abord de se réfugier chez son fils Maxime. Celui-ci, depuis la mort de sa femme, qui dormait dans un petit cimetière de la Lombardie, occupait seul un hôtel de l'avenue de l'Impératrice, où il avait organisé sa vie avec un sage et féroce égoïsme. Il y mangeait la fortune de la morte sans une faute, en garçon de faible santé, que le vice avait précocement mûri. Et, d'une voix nette, il refusa à son père de le prendre chez lui, pour continuer à vivre tous deux en bon accord, expliquait-il de son air souriant et avisé. Dès lors, Saccard songea à une autre retraite. Il allait louer une petite maison à Passy, un asile bourgeois de commerçants retirés, lorsqu'il se souvint que le rez-de-chaussée et le premier étage de l'hôtel d'Orviedo, rue Saint-Lazare, n'étaient toujours pas occupés, portes et fenêtres closes. La princesse d'Orviedo, installée dans 3 chambres du second depuis la mort de son mari, n'avait pas même fait mettre d'écriteau à la porte cochère que les herbes envahissaient. Une porte basse, à l'autre bout de la façade, menait au 2e étage par un escalier de service. Et, souvent en rapport d'affaires avec la princesse, dans les visites qu'il lui rendait, il s'était étonné de la négligence qu'elle apportait à tirer un parti convenable de son immeuble. Mais elle hochait la tête. Elle avait sur les choses de l'argent des idées à elle. Pourtant, lorsqu'il se présenta pour louer en son nom, elle consentit tout de suite. Elle lui céda, moyennant un loyer dérisoire de 10 000 francs, ce rez-de-chaussée et ce premier étage somptueux, d'installation princière, qui en valait certainement le double. On se souvenait du faste affiché par le prince d'Orviedo. C'était dans le coup de fièvre de son immense fortune financière, lorsqu'il était venu d'Espagne, débarquant à Paris au milieu d'une pluie de millions, qu'il avait acheté et fait réparer cet hôtel, en attendant le palais de marbre et d'or dont il rêvait d'étonner le monde. La construction datait du siècle dernier, une de ces maisons de plaisance, bâties au milieu de vastes jardins par des seigneurs galants. Mais démolie en partie, rebâtie dans de plus sévères proportions, elle n'avait gardé de son parc d'autrefois qu'une large cour bordée d'écuries et de remises, que la rue projetée du cardinal Fesch allait sûrement emporter. Le prince la tenait de la succession d'une demoiselle Saint-Germain, dont la propriété s'étendait jadis jusqu'à la rue des Trois Frères, l'ancien prolongement de la rue Taitbout. D'ailleurs, l'hôtel avait conservé son entrée sur la rue Saint-Lazare, côte à côte avec une grande bâtisse de la même époque, la Folie Beauvilliers d'autrefois, que les Beauvilliers occupaient encore, à la suite d'une ruine lente. Et eux possédaient un reste d'admirables jardins, des arbres magnifiques, condamnés aussi à disparaître dans le bouleversement prochain du quartier. Au milieu de son désastre, Saccard traînait une queue de serviteurs, les débris de son trop nombreux personnel, un valet de chambre, un chef de cuisine et sa femme, chargés de la lingerie, une autre femme, restée on ne savait pourquoi, un cocher et 2 palefreniers. Et il encombra les écuries et les remises, y mit 2 chevaux, 3 voitures, installa au rez-de-chaussée un réfectoire pour ses gens. C'était l'homme qui n'avait pas 500 francs solides dans sa caisse, mais qui vivait sur un pied de 2 ou 300 000 francs par an. Aussi trouva-t-il le moyen de remplir de sa personne les vastes appartements du premier étage, les 3 salons, les 5 chambres à coucher, sans compter l'immense salle à manger, où l'on dressait une table de 50 couverts. Là, autrefois,
une porte ouvrait sur un escalier intérieur, conduisant au second étage, dans une autre salle à manger plus petite. Et la princesse, qui avait récemment loué cette partie du second à un ingénieur, M. Hamelin, un célibataire vivant avec sa sœur, s'était contentée de faire condamner la porte à l'aide de 2 fortes vis. Elle partageait ainsi l'ancien escalier de service avec ce locataire, tandis que Saccard avait seul la jouissance du grand escalier. Il meubla en partie quelques pièces de ces dépouilles du parc Monceau, laissa les autres vides, parvint quand même à rendre la vie à cette enfilade de murailles tristes et nues, dont une main obstinée semblait avoir arraché jusqu'au moindre bout de tenture dès le lendemain de la mort du prince. Et il put recommencer le rêve d'une grande fortune. La princesse d'Orviedo était alors une des curieuses physionomies de Paris. Il y avait 15 ans, elle s'était résignée à épouser le prince, qu'elle n'aimait point, pour obéir à un ordre formel de sa mère, la duchesse de Combeville. À cette époque, cette jeune fille de 20 ans avait un grand renom de beauté et de sagesse, très religieuse, un peu trop grave, bien qu'aimant le monde avec passion. Elle ignorait les singulières histoires qui couraient sur le prince, les origines de sa royale fortune évaluée à 300 millions, toute une vie de vol effroyable, non plus au coin des bois à main armée, comme les nobles aventuriers de jadis, mais en correct bandit moderne, au clair soleil de la bourse, dans la poche du pauvre monde crédule, parmi les effondrements et la mort. Là-bas en Espagne, ici en France, le prince s'était, pendant 20 années, fait sa part du lion dans toutes les grandes canailleries restées légendaires. Bien que ne soupçonnant rien de la boue et du sang où il venait de ramasser tant de millions, elle avait éprouvé pour lui, dès la première rencontre, une répugnance que sa religion devait rester impuissante à vaincre. Et bientôt une rancune sourde, grandissante, s'était jointe à cette antipathie, celle de n'avoir pas un enfant de ce mariage subi par obéissance. La maternité lui aurait suffi, elle adorait les enfants. Elle en arrivait à la haine contre cet homme, qui, après avoir désespéré l'amante, ne pouvait même contenter la mère. C'était à ce moment qu'on avait vu la princesse se jeter dans un luxe inouï, aveugler Paris de l'éclat de ses fêtes, mener un train fastueux que les Tuileries, disait-on, jalousaient. Puis, brusquement, au lendemain de la mort du prince, foudroyé par une apoplexie, l'hôtel de la rue Saint-Lazare était tombé à un silence absolu, à une nuit complète. Plus une lumière, plus un bruit, les portes et les fenêtres demeuraient closes, et la rumeur se répandait que la princesse, après avoir déménagé violemment le rez-de-chaussée et le premier étage, s'était retirée comme une recluse dans 3 petites pièces du second, avec une ancienne femme de chambre de sa mère, la vieille Sophie, qui l'avait élevée. Quand elle avait reparu, elle était vêtue d'une simple robe de laine noire, les cheveux cachés sous un fichu de dentelle, petite et grasse toujours, avec son front étroit, son joli visage rond aux dents de perle entre des lèvres serrées, mais ayant déjà le teint jaune, le visage muet, enfoncé dans une volonté unique d'une religieuse cloîtrée depuis longtemps. Elle venait d'avoir 30 ans, elle n'avait plus vécu depuis lors que pour des œuvres immenses de charité. Dans Paris, la surprise était grande, et il circula toutes sortes d'histoires extraordinaires. La princesse avait hérité de la fortune totale, les fameux 300 millions dont la chronique des journaux eux-mêmes s'occupait. Et la légende qui finit par s'établir fut romantique. Un homme, un inconnu vêtu de noir, racontait-on, comme la princesse allait se mettre au lit, était un soir apparu tout d'un coup dans sa chambre,
sans qu'elle eût jamais compris par quelle porte secrète il avait pu entrer. Et ce que cet homme lui avait dit, personne au monde ne le savait. Mais il devait lui avoir révélé l'origine abominable des 300 millions, en exigeant peut-être d'elle le serment de réparer tant d'iniquités, si elle voulait éviter d'affreuses catastrophes. Ensuite, l'homme avait disparu. Depuis 5 ans qu'elle se trouvait veuve. Était-ce en effet pour obéir à un ordre venu de l'au-delà? Était-ce plutôt dans une simple révolte d'honnêteté, lorsqu'elle avait eu en main le dossier de sa fortune? La vérité était qu'elle ne vivait plus que dans une ardente fièvre de renoncement et de réparation. Chez cette femme, qui n'avait pas été amante et qui n'avait pu être mère, toutes les tendresses refoulées, surtout l'amour avorté de l'enfant, s'épanouissaient en une véritable passion pour les pauvres, pour les faibles, les déshérités, les souffrants, ceux dont elle croyait détenir les millions volés, ceux à qui elle jurait de les restituer royalement en pluie d'aumônes. Dès lors, l'idée fixe s'empara d'elle. Le clou de l'obsession entra dans son crâne, elle ne se considéra plus que comme un banquier, chez qui les pauvres avaient déposé 300 millions, pour qu'ils fussent employés au mieux de leur usage. Elle ne fut plus qu'un comptable, un homme d'affaires, vivant dans les chiffres, au milieu d'un peuple de notaires, d'ouvriers et d'architectes. Au dehors, elle avait installé tout un vaste bureau avec une vingtaine d'employés. Chez elle, dans ces 3 pièces étroites, elle ne recevait que 4 ou 5 intermédiaires, ses lieutenants. Et elle passait là ses journées, à un bureau, comme un directeur de grande entreprise, cloîtré loin des importuns, parmi un amoncellement de paperasses qui la débordaient. Son rêve était de soulager toute misère, depuis l'enfant qui souffre d'être né jusqu'au vieillard qui ne peut mourir sans souffrance. Pendant ces 5 années, jetant l'or à pleines mains, elle avait fondé, à la Villette, la crèche Sainte-Marie, avec des berceaux blancs pour les tout-petits, des lits bleus pour les plus grands, une vaste et claire installation que fréquentaient déjà 300 enfants. Un orphelinat à Saint-Mandé, l'orphelinat Saint-Joseph, où 100 garçons et 100 filles recevaient une éducation et une instruction telles qu'on les donne dans les familles bourgeoises. Enfin, un asile pour les vieillards à Châtillon, pouvant admettre 50 hommes et 50 femmes, et un hôpital de 200 lits dans un faubourg, l'hôpital Saint-Marceau, dont on venait seulement d'ouvrir les salles. Mais son œuvre préférée, celle qui absorbait en ce moment tout son cœur, était l'œuvre du travail, une création à elle, une maison qui devait remplacer la maison de correction, où 300 enfants, 150 filles et 150 garçons, ramassés sur le pavé de Paris, dans la débauche et dans le crime, étaient régénérés par de bons soins et par l'apprentissage d'un métier. Ces diverses fondations, des dons considérables, une prodigalité folle dans la charité, lui avaient dévoré près de 100 millions en 5 ans. Encore quelques années de ce train, et elle serait ruinée, sans avoir réservé même la petite rente nécessaire au pain et au lait dont elle vivait maintenant. Lorsque sa vieille bonne, Sophie, sortant de son continuel silence, la grondait d'un mot rude en lui prophétisant qu'elle mourrait sur la paille, elle avait un faible sourire, le seul qui parut désormais sur ses lèvres décolorées, un divin sourire d'espérance. Ce fut justement à l'occasion de l'œuvre du travail que Saccard fit la connaissance de la princesse d'Orvieto. Il était un des propriétaires du terrain qu'elle acheta pour cette œuvre, un ancien jardin planté de beaux arbres qui touchait au parc de Neuilly et qui se trouvait en bordure le long du boulevard Bineau. Il l'avait séduite par la façon vive dont il traitait les affaires. Elle voulut le revoir à la suite de certaines difficultés avec ses entrepreneurs.
Lui-même s'était intéressé aux travaux, l'imagination prise, charmé du plan grandiose qu'elle imposait à l'architecte, 2 ailes monumentales, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, reliées entre elles par un corps de logis contenant la chapelle, la communauté, l'administration, tous les services. Et chaque aile avait son préau immense, ses ateliers, ses dépendances de toutes sortes. Mais surtout ce qui le passionnait, dans son propre goût du grand et du fastueux, c'était le luxe déployé, la construction énorme et faite de matériaux à défier les siècles, les marbres prodigués, une cuisine revêtue de faïence où l'on aurait fait cuire un bœuf, des réfectoires gigantesques aux riches lambris de chêne, des dortoirs inondés de lumière, égayés de claires peintures, une lingerie, une salle de bain, une infirmerie installée avec des raffinements excessifs. Et partout, des dégagements vastes, des escaliers, des corridors, aérés l'été, chauffés l'hiver. Et la maison entière baignant dans le soleil, une gaieté de jeunesse, un bien-être de grosse fortune. Quand l'architecte, inquiet, trouvant toute cette magnificence inutile, parlait de la dépense, la princesse l'arrêtait d'un mot. Elle avait eu le luxe, elle voulait le donner aux pauvres, pour qu'ils en jouissent à leur tour, eux qui font le luxe des riches. Son idée fixe était faite de ce rêve. Combler les misérables, les coucher dans les lits, les asseoir à la table des heureux de ce monde, non plus l'aumône d'une croûte de pain, d'un grabat de hasard, mais village au travers de palais où ils seraient chez eux, prenant leur revanche, goûtant les jouissances des triomphateurs. Seulement, dans ce gaspillage, au milieu des devises énormes, elle était abominablement volée. Une nuée d'entrepreneurs vivait d'elle, sans compter les pertes dues à la mauvaise surveillance. On dilapidait le bien des pauvres. Et ce fut Saccard qui lui ouvrit les yeux, en la priant de le laisser tirer les comptes au clair, absolument désintéressé d'ailleurs, pour l'unique plaisir de régler cette folle danse de millions qui l'enthousiasmait. Jamais il ne s'était montré si scrupuleusement honnête. Il fut, dans cette affaire colossale et compliquée, le plus actif, le plus probe des collaborateurs, donnant son temps, son argent même, simplement récompensé par cette joie des sommes considérables qui lui passaient entre les mains. On ne connaissait guère que lui à l'œuvre du travail, où la princesse n'allait jamais, pas plus qu'elle n'allait visiter ses autres fondations, cachée au fond de ces 3 petites pièces, comme la bonne déesse invisible. Et lui, adoré, il y était béni, accablé de toute la reconnaissance dont elle semblait ne pas vouloir. Sans doute, depuis cette époque, Saccard nourrissait un vague projet qui, tout d'un coup, lorsqu'il fut installé dans l'hôtel d'Orviedo comme locataire, prit la netteté aiguë d'un désir. Pourquoi ne se consacrerait-il pas tout entier à l'administration des bonnes œuvres de la princesse? Dans l'heure de doute où il était, vaincu de la spéculation, ne sachant quelle fortune refaire, cela lui apparaissait comme une incarnation nouvelle, une brusque montée d'apothéose, devenir le dispensateur de cette royale charité, canaliser ce flot d'or qui coulait sur Paris. Il restait 200 millions. Quelles œuvres à créer encore, quelle cité du miracle à faire sortir du sol, sans compter que lui les ferait fructifier, ces millions, les doublerait, les triplerait, saurait si bien les employer qu'il en tirerait un monde. Alors, avec sa passion, tout s'élargit. Il ne vécut plus que de cette pensée grisante, les répandre en aumônes sans fin, en noyer la France heureuse. Et il s'attendrissait, car il était d'une probité parfaite, pas un sou ne lui demeurait au doigt. Ce fut, dans son crâne de visionnaire, une idylle géante, l'idylle d'un inconscient, où ne se mêlait aucun désir de racheter ses anciens brigandages financiers,
d'autant plus que, tout de même, au bout, il y avait le rêve de sa vie entière, sa conquête de Paris. Être le roi de la charité, le Dieu adoré de la multitude des pauvres, devenir unique et populaire, occuper de lui le monde, cela dépassait son ambition. Quel prodige ne réaliserait-il pas s'il employait à être bon ses facultés d'homme d'affaires, sa ruse, son obstination, son manque complet de préjugés. Et il aurait la force irrésistible qui gagne les batailles. L'argent, l'argent à plein coffre, l'argent qui fait tant de mal souvent et qui ferait tant de bien, le jour où l'on mettrait à donner son orgueil et son plaisir. Puis, agrandissant encore son projet, Saccard en arriva à se demander pourquoi il n'épouserait pas la princesse d'Orvieto. Cela fixerait les positions, empêcherait les interprétations mauvaises. Pendant un mois, il manœuvra adroitement, exposa des plans superbes, crut se rendre indispensable. Et un jour, d'une voix tranquille, redevenu naïf, il fit sa proposition, développa son grand projet. C'était une véritable association qu'il offrait. Il se donnait comme le liquidateur des sommes volées par le prince. Il s'engageait à les rendre aux pauvres, décuplées. D'ailleurs, la princesse, dans son éternelle robe noire, avec son fichu de dentelle sur la tête, l'écouta attentivement, sans qu'une émotion quelconque animât sa face jaune. Elle était très frappée des avantages que pourrait avoir une association pareille, indifférente du reste aux autres considérations. Puis, ayant remis sa réponse au lendemain, elle finit par refuser. Sans doute elle avait réfléchi qu'elle ne serait plus seule maîtresse de ses aumônes, et elle entendait en disposer en souveraine absolue, même follement. Mais elle expliqua qu'elle serait heureuse de le garder comme conseiller. Elle montra combien précieuse elle estimait sa collaboration, en le priant de continuer à s'occuper de l'œuvre du travail, dont il était le véritable directeur. Toute une semaine, Saccard éprouva un violent chagrin, ainsi qu'à la perte d'une idée chère. Non pas qu'il se sentît retomber au gouffre du brigandage, mais, de même qu'une romance sentimentale met des larmes aux yeux des ivrognes les plus abjects, cette colossale idylle du bien, faite à coups de millions, avait attendri sa vieille âme de corsaire. Il tombait une fois encore, et de très haut il lui semblait être détrôné. Par l'argent, il avait toujours voulu, en même temps que la satisfaction de ses appétits, la magnificence d'une vie princière, et jamais il ne l'avait eue assez haute. Il s'enrageait à mesure que chacune de ses chutes emportait un espoir. Aussi, lorsque son projet croula devant le refus tranquille et net de la princesse, se trouva-t-il rejeté à une furieuse envie de bataille. Se battre, être le plus fort dans la dure guerre de la spéculation, manger les autres pour ne pas qu'ils vous mangent, c'était, après sa soif de splendeur et de jouissance, la grande cause, l'unique cause de sa passion des affaires. S'il ne thésaurisait pas, il avait l'autre joie, la lutte des gros chiffres, les fortunes lancées comme des corps d'armée, les chocs des millions adverses, avec les déroutes, avec les victoires qui le grisaient. Et tout de suite reparut sa haine de Gundermann, son effréné besoin de revanche. Abattre Gundermann, cela le hantait d'un désir chimérique chaque fois qu'il était par terre, vaincu. Et s'il sentait l'enfantillage d'une pareille tentative, ne pourrait-il du moins l'entamer, se faire une place en face de lui, le forcer au partage, comme ces monarques de contrées voisines et d'égale puissance qui se traitent de cousins? Ce fut alors que, de nouveau, la bourse l'attira,
la tête emplie d'affaires à lancer, sollicité en tous sens par des projets contraires, dans une telle fièvre qu'il ne sut que décider, jusqu'au jour où une idée suprême, démesurée, se dégagea des autres et s'empara peu à peu de lui tout entier. Depuis qu'il habitait l'hôtel d'Orviedo, Saccard apercevait parfois la sœur de l'ingénieur Hamelin, qui habitait le petit appartement du second, une femme d'une taille admirable, Madame Caroline, comme on la nommait familièrement. Surtout, ce qui l'avait frappé à la première rencontre, c'étaient ses cheveux blancs superbes, une royale couronne de cheveux blancs, d'un si singulier effet sur ce front de femme jeune encore, âgée de 36 ans à peine. Dès 25 ans, elle était ainsi devenue toute blanche. Ses sourcils, restés noirs et très fournis, gardaient une jeunesse, une étrangeté vive à son visage encadré d'hermine. Elle n'avait jamais été jolie avec son menton et son nez trop forts, sa bouche large, dont les grosses lèvres exprimaient une bonté exquise. Mais certainement, cette toison blanche, cette blancheur envolée de fins cheveux de soie, adoucissait sa physionomie un peu dure, lui donnait un charme souriant de grand-mère, dans une fraîcheur et une force de belle amoureuse. Elle était grande, solide, la démarche franche et très noble. Chaque fois qu'il la rencontrait, Saccard, plus petit qu'elle, la suivait des yeux, intéressé, enviant sourdement cette taille haute, cette carrure saine. Et peu à peu, par l'entourage, il connut toute l'histoire des Hamelin. Ils étaient, Caroline et Georges, les enfants d'un médecin de Montpellier, savant remarquable, catholique exalté, mort sans fortune. Lorsque le père s'en alla, la fille avait 18 ans, le garçon 19. Et comme celui-ci venait d'entrer à l'école polytechnique, elle le suivit à Paris, où elle se plaça institutrice. Ce fut elle qui lui glissa des pièces de 100 sous, qu'il entretint d'argent de poche pendant les 2 années de cours. Plus tard, lorsque, sorti dans un mauvais rang, il dut battre le pavé, ce fut elle encore qui le soutint, en attendant qu'il trouvât une situation. Ces 2 enfants s'adoraient, faisaient le rêve de ne se quitter jamais. Pourtant, un mariage inespéré s'étant présenté, la bonne grâce et l'intelligence vive de la jeune fille ayant conquis un brasseur millionnaire, dans la maison où elle était en place, Georges voulut qu'elle acceptât, ce dont il se repentit cruellement, car au bout de quelques années de mariage, Caroline fut obligée d'exiger une séparation pour ne pas être tuée par son mari, qui buvait et la poursuivait avec un couteau dans des crises d'imbécile jalousie. Elle était alors âgée de 26 ans. Elle se retrouvait pauvre, s'étant obstinée à ne réclamer aucune pension de l'homme qu'elle quittait. Mais son frère avait enfin, après bien des tentatives, mis la main sur une besogne qui lui plaisait. Il allait partir pour l'Égypte avec la commission chargée des premières études du canal de Suez. Et il emmena sa sœur. Elle s'installa vaillamment à Alexandrie, recommença à donner des leçons pendant que lui courait le pays. Ils restèrent ainsi en Égypte jusqu'en 1859. Ils assistèrent au premier coup de pioche sur la plage de Port Saïd, une maigre équipe de 150 terrassiers à peine, perdus au milieu des sables, commandée par une poignée d'ingénieurs. Puis, Hamelin, envoyé en Syrie pour assurer les approvisionnements, y resta à la suite d'une fâcherie avec ses chefs. Il fit venir Caroline à Beyrouth, où d'autres élèves l'attendaient. Il se lança dans une grosse affaire, patronnée par une compagnie française, le tracé d'une route carrossable de Beyrouth à Damas, la première, l'unique voie ouverte à travers les gorges du Liban. Et ils vécurent encore 3 années là, jusqu'à l'achèvement de la route, lui visitant les montagnes, s'absentant 2 mois pour un voyage à Constantinople, à travers le Taurus, elle le suivant dès qu'elle pouvait s'échapper,
épousant les projets de réveil qu'il faisait, abattre cette vieille terre endormie sous la cendre des civilisations mortes. Il avait amassé tout un portefeuille débordant d'idées et de plans. Il sentait l'impérieuse nécessité de rentrer en France s'il voulait donner un corps à ce vaste ensemble d'entreprises, former des sociétés, trouver des capitaux. Et, après 9 années de séjour en Orient, ils partirent. Ils eurent la curiosité de repasser par l'Égypte, où les travaux du canal de Suez les enthousiasmèrent. Une ville avait poussé en 4 ans dans les sables de la plage de Port Saïd. Tout un peuple s'agitait là. Les fourmis humaines s'étaient multipliées, changeaient la face de la terre. Mais, à Paris, une malchance noire attendait Hamelin. Depuis 15 mois, il s'y débattait avec ses projets, sans pouvoir communiquer sa foi à personne. Trop modeste, peu bavard, échoué à ce 2e étage de l'hôtel d'Orviedo, dans un petit appartement de 5 pièces qu'il louait 1200 francs, plus loin du succès que lorsqu'il courait les monts et les plaines de l'Asie. Leurs économies s'épuisaient rapidement. Le frère et la sœur en arrivaient à une grande gêne. Ce fut même ce qui intéressa car cette tristesse croissante de madame Caroline, dont la belle gaieté s'assombrissait du découragement où elle voyait tomber son frère. Dans leur ménage, elle était un peu l'homme. Georges, qui lui ressemblait beaucoup physiquement, en plus frêle, avec des facultés de travail rares. Mais il s'absorbait dans ses études, il ne fallait point l'en sortir. Jamais il n'avait voulu se marier, n'en éprouvant pas le besoin, adorant sa sœur, ce qui lui suffisait. Il devait avoir des maîtresses d'un jour qu'on ne connaissait pas. Et cet ancien piocheur de l'école polytechnique, aux conceptions si vastes, d'un zèle si ardent pour tout ce qu'il entreprenait, montrait parfois une telle naïveté qu'on l'aurait jugé un peu sot. Élevé dans le catholicisme le plus étroit, il avait gardé sa religion d'enfant, il pratiquait, très convaincu. Tandis que sa sœur s'était reprise par une lecture immense, par toute la vaste instruction qu'elle se donnait à son côté, aux longues heures où il s'enfonçait dans ses travaux techniques. Elle parlait 4 langues, elle avait lu les économistes, les philosophes, passionnée un instant par les théories socialistes et évolutionnistes. Mais elle s'était calmée. Elle devait surtout à ses voyages, à son long séjour parmi des civilisations lointaines, une grande tolérance, un bel équilibre de sagesse. Et si elle ne croyait plus, elle demeurait très respectueuse de la foi de son frère. Entre eux, il y avait eu une explication, et jamais ils n'en avaient reparlé. Elle était une intelligence, dans sa simplicité et sa bonhomie, et d'un courage à vivre extraordinaire, d'une bravoure joyeuse qui résistait aux cruautés du sort. Elle avait coutume de dire qu'un seul chagrin était resté saignant en elle, celui de n'avoir pas eu d'enfant. Saccard put rendre à Hamelin un service, un petit travail qu'il lui procura, des commanditaires qui avaient besoin d'un ingénieur pour un rapport sur le rendement d'une machine nouvelle. Et il força ainsi l'intimité du frère et de la sœur. Il monta fréquemment passer 1 heure entre eux dans leur salon, leur seule grande pièce, qu'ils avaient transformée en cabinet de travail. Cette pièce restait d'une nudité absolue, meublée seulement d'une longue table à dessiner, d'une autre table plus petite, encombrée de papier, et d'une demi-douzaine de chaises. Sur la cheminée, des livres s'empilaient. Mais, au mur, une décoration improvisée égayait ce vide, une série de plans, une suite d'aquarelles claires, chaque feuille fixée avec 4 clous. C'était son portefeuille de projets qu'Hamelin avait ainsi étalé, les notes prises en Syrie, toute sa fortune future. Et les aquarelles étaient de madame Caroline, des vues de là-bas, des types, des costumes, ce qu'elle avait remarqué et croqué en accompagnant son frère, avec un sens très personnel de coloriste, sans aucune prétention d'ailleurs. De larges fenêtres
ouvrant sur le jardin de l'hôtel Beauvilliers, éclairait d'une lumière vive cette débandade de dessins, qui évoquait une vie autre, le rêve d'une antique société tombant en poudre, que les épures, aux lignes fermes et mathématiques, semblaient vouloir remettre debout, comme sous l'étaiement du solide échafaudage de la science moderne. Et quand il se fut rendu utile, avec cette dépense d'activité qui le faisait charmant, Saccard s'oublia surtout devant les plans et les aquarelles, séduit, demandant sans cesse de nouvelles explications. Dans sa tête, tout un vaste lançage germait déjà. Un matin, il trouva madame Caroline seule, assise à la petite table dont elle avait fait son bureau. Elle était mortellement triste, les mains abandonnées parmi les papiers. « Que voulez-vous? Cela tourne décidément mal. Je suis brave pourtant, mais tout va nous manquer à la fois. Et ce qui me navre, c'est l'impuissance où le malheur réduit mon pauvre frère, car il n'est vaillant, il n'a de force qu'au travail. J'avais songé à me replacer institutrice quelque part, pour l'aider au moins. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Pourtant, je ne puis pas me mettre à faire des ménages. » Jamais Saccard ne l'avait vu ainsi démonté, abattu. « Que diable, vous n'en êtes pas là !» cria-t-il. Elle hocha la tête, elle se montrait amère contre la vie, qu'elle acceptait d'habitude si gaillardement, même mauvaise. Et Amelin, étant rentré à ce moment, rapportant la nouvelle d'un dernier échec, elle eut de grosses larmes lentes. Elle ne parla plus, les poings serrés, à sa table, les yeux perdus devant elle. Et dire, laissa échapper Amelin, qu'il y a là-bas des millions qui nous attendent, si quelqu'un voulait seulement m'aider à les gagner. Saccard s'était planté devant une épure représentant l'élévation d'un pavillon construit au centre de vastes magasins. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-il. « Oh, je me suis amusé, » expliqua l'ingénieur. « C'est un projet d'habitation là-bas, à Beyrouth, pour le directeur de la compagnie que j'ai rêvé. Vous savez, la compagnie générale des paquebots réunis. » Il s'animait. Il donna de nouveaux détails. Pendant son séjour en Orient, il avait constaté combien le service des transports était défectueux. Les quelques sociétés installées à Marseille se tuaient par la concurrence, n'arrivaient pas à avoir le matériel suffisant et confortable. Et une de ses premières idées, à la base même de tout l'ensemble de ces entreprises, était de syndiquer ces sociétés, de les réunir en une vaste compagnie, pourvue de millions, qui exploiterait la Méditerranée entière et s'en assurerait la royauté, en établissant des lignes pour tous les ports de l'Afrique, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, de l'Égypte, de l'Asie, jusqu'au fond de la mer Noire. Rien n'était à la fois d'un organisateur de plus de flair, ni d'un meilleur citoyen. C'était l'Orient conquis donné à la France, sans compter qu'il rapprochait ainsi la Syrie, où allait s'ouvrir le vaste champ de ses opérations. « Les syndicats, murmura Saccard, l'avenir semble être là. Aujourd'hui, c'est une forme si puissante de l'association. 3 ou 4 petites entreprises qui végètent isolément deviennent d'une vitalité et d'une prospérité irrésistibles si elles se réunissent. Oui, demain est aux gros capitaux, aux efforts centralisés grande masse. Toute l'industrie, tout le commerce finiront par n'être qu'un immense bazar unique où l'on s'approvisionnera de tout. » Il s'était arrêté encore, debout cette fois devant une aquarelle qui représentait un site sauvage, une gorge aride, que bouchait un écroulement gigantesque de rochers couronnés de broussailles. « Oh oh !» reprit-il, « voici le bout du monde. On ne doit pas être coudoyé par les passants dans ce coin-là. »« Une gorge de Carmel, » répondit Alain. « Ma sœur a pris ça pendant les études que j'ai faites de ce côté. » Et il ajouta simplement « Tenez,
Entre les calcaires crétacés et les porphyres qui ont relevé ces calcaires sur tout le flanc de la montagne, il y a là un filon d'argent sulfuré considérable. Oui, une mine d'argent, dont l'exploitation, d'après mes calculs, assurerait des bénéfices énormes. Une mine d'argent, répéta vivement Saccard. Madame Caroline, les yeux toujours au loin, dans sa tristesse, avait entendu, et, comme si une vision se fût évoquée, « Le Carmel, ah, quel désert, quelle journée de solitude! C'est plein de myrtes et de genêts, cela sent bon l'air tiède en étant baumé, et il y a des aigles, sans cesse, qui planent très haut. Mais tout cet argent qui dort dans ce sépulcre, à côté de tant de misère. On voudrait des foules heureuses, des chantiers, des villes naissantes, un peuple régénéré par le travail. Une route serait facilement ouverte du Carmel à Saint-Jean-d'Acre, continua Hamelin. Et je crois bien qu'on découvrirait également du fer, car il abonde dans les montagnes du pays. J'ai aussi étudié un nouveau mode d'extraction qui réaliserait d'importantes économies. Tout est prêt, il ne s'agit plus que de trouver des capitaux. La Société des mines d'argent du Carmel, murmura Saccard. Mais c'était maintenant l'ingénieur, qui, les regards levés, allait d'un plan à l'autre, repris par le labeur de toute sa vie, enfiévré à la pensée de l'avenir éclatant qui dormait là, pendant que la gêne le paralysait. Et ce ne sont que les petites affaires du début, reprit-il. Regardez cette série de plans. C'est ici le grand coup. Tout un système de chemins de fer traversant l'Asie mineure, de part en part. Le manque de communications commodes et rapides. Telle est la cause première de la stagnation où croupit ce pays si riche. Vous n'y trouveriez pas une voie carrossable. Les voyages et les transports s'y font toujours à dos de mulets ou de chameaux. Imaginez alors quelle révolution si des lignes ferrées pénétraient jusqu'aux confins du désert. Ce serait l'industrie et le commerce décuplés, la civilisation victorieuse, l'Europe s'ouvrant enfin les portes de l'Orient. Oh, pour peu que cela vous intéresse, nous en causerons en détail. Et vous verrez, vous verrez. Tout de suite, du reste, il ne put s'empêcher d'entrer dans des explications. C'était surtout pendant son voyage à Constantinople qu'il avait étudié le tracé de son système de chemin de fer. La grande, l'unique difficulté se trouvait dans la traversée des monts Taurus. Mais s'il avait parcouru les différents cols, il affirmait la possibilité d'un tracé direct et relativement peu dispendieux. D'ailleurs, il ne songeait pas à exécuter d'un coup le système complet. Lorsqu'on aurait obtenu du sultan la concession totale, il serait sage de n'entreprendre d'abord que la branche mère, la ligne de Brousse à Beyrouth par Angora et Alep. Plus tard, on songerait à l'embranchement de Smyrne à Angora et à celui de Trébizonde à Angora par Erzeroun et Siva. Plus tard encore, continua-t-il, et il n'acheva pas. Il se contentait de sourire, n'osant dire jusqu'où il avait poussé l'audace de ses projets. C'était le rêve. Ah, les plaines au pied du Taurus, reprit madame Caroline de sa voix lente de dormeuse éveillée. Quel paradis délicieux! On n'a qu'à gratter la terre, les moissons poussent, débordantes. Les arbres fruitiers, les pêchers, les cerisiers, les figuiers, les amandiers cassent sous les fruits. Et quels champs d'oliviers et de mûriers, pareils à de grands bois! Et quelle existence naturelle et facile dans cet air léger, constamment bleu! Saccard se mit à rire, de ce rire aigu de bel appétit qu'il avait lorsqu'il flairait la fortune. Et, comme Hamelin parlait encore d'autres projets, notamment de la création d'une banque à Constantinople, en disant un mot des relations toutes puissantes qu'il y avait laissées, surtout près du grand vizir, il l'interrompit gaiement. « Mais
C'est un pays de cocagne, on en vendrait. Puis, très familier, appuyant les deux mains aux épaules de madame Caroline, toujours assise. Ne vous désespérez donc pas, madame, je vous aime bien. Vous verrez que je ferai avec votre frère quelque chose de très bon pour nous tous. Ayez de la patience. Attendez. Pendant le mois qui suivit, Saccard procura de nouveau à l'ingénieur quelques petits travaux. Et s'il ne reparlait plus des grandes affaires, il devait y penser constamment, préoccupé, hésitant devant l'ampleur écrasante des entreprises. Mais ce qui resserra davantage le lien naissant de leur intimité, ce fut la façon toute naturelle dont madame Caroline vint à s'occuper de son intérieur d'homme seul, dévoré de frais inutiles, d'autant plus mal servi qu'il avait davantage de serviteurs. Lui, si habile au dehors, réputé pour sa main vigoureuse et adroite dans le gâchis des grands vols, laissait aller chez lui tout à la débandade, insoucieux du coulage effrayant qui triplait ses dépenses. Et l'absence d'une femme se faisait aussi cruellement sentir, jusque dans les plus petites choses. Lorsque madame Caroline s'aperçut du pillage, elle lui donna d'abord des conseils, puis finit par s'entremettre et lui faire réaliser 2 ou 3 économies. Si bien qu'en riant, un jour, il lui offrit d'être son intendante. Pourquoi pas? Elle avait cherché une place d'institutrice, elle pouvait bien accepter une situation honorable pour elle, qui lui permettrait d'attendre. L'offre, faite en manière de plaisanterie, devint sérieuse. N'était-ce pas une façon de s'occuper, de soulager son frère avec les 300 francs que Saccard voulait donner par mois? Et elle accepta. Elle réforma la maison en 8 jours, renvoya le chef et sa femme pour ne prendre qu'une cuisinière, qui, avec le valet de chambre et le cocher, devait suffire au service. Elle ne garda aussi qu'un cheval et une voiture, prit la haute main sur tout, examina les comptes avec un soin si scrupuleux qu'à la fin de la première quinzaine, elle avait obtenu une réduction de moitié. Il était ravi. Il plaisantait en disant que c'était lui qui la volait maintenant, et qu'elle aurait dû exiger un tant pour cent sur tous les bénéfices qu'elle lui faisait faire. Alors, une vie très étroite avait commencé. Saccard venait d'avoir l'idée de faire enlever les vis qui condamnaient la porte de communication entre les 2 appartements, et l'on remontait librement d'une salle à manger dans l'autre par l'escalier intérieur, de sorte que, pendant que son frère travaillait en haut, enfermé du matin au soir pour mettre en ordre ses dossiers d'Orient, madame Caroline, laissant son propre ménage aux soins de l'unique bonne qui les servait, descendait à chaque heure de la journée, donner des ordres, comme chez elle. C'était devenu la joie de Saccard, la continuelle apparition de cette grande belle femme qui traversait les pièces de son pas solide et superbe, avec la gaieté toujours inattendue de ses cheveux blancs envolés autour de son jeune visage. Elle était de nouveau très gaie, elle avait retrouvé sa bravoure à vivre depuis qu'elle se sentait utile, occupant ses heures, continuellement debout. Sans affectation de simplicité, elle ne portait plus qu'une robe noire, dans la poche de laquelle on entendait la sonnerie claire du trousseau de clefs. Et cela l'amusait certainement, elle, la savante, la philosophe, de n'être plus qu'une bonne femme de ménage, la gouvernante d'un prodigue qu'elle se mettait à aimer, comme on aime les enfants mauvais sujets. Lui, un instant très séduit, calculant qu'il n'y avait après tout qu'une différence de 14 ans entre eux, s'était demandé ce qu'il arriverait s'il la prenait un beau soir entre ses bras. Était-il admissible que, depuis 10 ans, depuis sa fuite forcée de chez son mari, dont elle avait reçu autant de coups que de caresses, elle eût vécu en guerrière voyageuse, sans voir un homme? Peut-être les voyages l'avaient-ils protégée. Cependant, il savait qu'un ami de son frère, un monsieur Baudouin, un négociant resté à Beyrouth et dont le retour était prochain, l'avait beaucoup aimée, au point d'attendre pour l'épouser la mort de son mari, qu'on venait d'enfermer dans une maison de santé, fou d'alcoolisme.
Évidemment, ce mariage n'aurait fait que régulariser une situation bien excusable, presque légitime. Dès lors, puisqu'il devait y en avoir eu un, pourquoi n'aurait-il pas été le second? Mais Saccard en restait au raisonnement, la trouvant si bonne camarade que la femme souvent disparaissait. Lorsque, à la voir passer avec sa taille admirable, il se posait sa question, savoir ce qu'il arriverait s'il l'embrassait, il se répondait qu'il arriverait des choses fort ordinaires, ennuyeuses peut-être. Et il remettait l'expérience à plus tard. Il lui donnait des poignées de main vigoureuses, heureux de sa cordialité. Puis, tout à coup, madame Caroline retomba à un grand chagrin. Un matin, elle descendit, abattue, très pâle, les yeux gros, et il ne put rien apprendre d'elle. Il cessa de l'interroger devant son obstination à dire qu'elle n'avait rien, qu'elle était comme tous les jours. Ce fut le lendemain seulement qu'il comprit, en trouvant en haut une lettre de faire-part, la lettre qui annonçait le mariage de M. Baudouin avec la fille d'un consul anglais, très jeune et immensément riche. Le coup avait dû être d'autant plus dur que la nouvelle était arrivée par cette lettre banale, sans aucune préparation, sans même un adieu. C'était tout un écroulement dans l'existence de la malheureuse femme, la perte de l'espoir lointain où elle se raccrochait aux heures de désastre. Et, le hasard ayant lui aussi des cruautés abominables, elle avait justement appris l'avant-veille que son mari était mort. Elle venait enfin de croire, pendant 48 heures, à la réalisation prochaine de son rêve. Sa vie s'effondrait. Elle en restait anéantie. Le soir même, une autre stupeur l'attendait. Comme à son habitude, avant de remonter se coucher, elle entrait chez Saccard, causer des ordres du lendemain, il lui parla de son malheur, si doucement qu'elle éclata en sanglots. Puis, dans cet attendrissement invincible, dans une sorte de paralysie de sa volonté, elle se trouva entre ses bras. Elle lui appartint, sans joie, ni pour l'un ni pour l'autre. Quand elle se reprit, elle n'eut pas de révolte, mais sa tristesse en fut accrue à l'infini. Pourquoi avait-elle laissé s'accomplir cette chose? Elle n'aimait pas cet homme, lui-même ne devait pas l'aimer. Ce n'était point qu'il lui parût d'un âge et d'une figure indigne de tendresse. Sans beauté, certes, et vieux déjà, il l'intéressait par la mobilité de ses traits, par l'activité de toute sa petite personne noire. Et, l'ignorant encore, elle voulait le croire serviable, d'une intelligence supérieure, capable de réaliser les grandes entreprises de son frère, avec l'honnêteté moyenne de tout le monde. Seulement, quelle chute imbécile! Elle, si sage, si instruite par la dure expérience, si maîtresse d'elle-même, avoir ainsi succombé, sans savoir pourquoi ni comment, dans une crise de larmes en grisette sentimentale. Le pis était qu'elle le sentait, autant qu'elle, étonnée, presque fâchée de l'aventure. Lorsque, cherchant à la consoler, il lui avait parlé de M. Baudouin comme d'un amant ancien dont la basse trahison ne méritait que l'oubli, et qu'elle s'était récriée en jurant que jamais rien ne s'était passé entre eux, il avait d'abord cru qu'elle mentait par une fierté de femme. Mais elle était revenue sur ce serment avec tant de force, elle montrait des yeux si beaux, si clairs de franchise, qu'il avait fini par être convaincu de la vérité de cette histoire. Elle, par droiture et dignité, se gardant pour le jour des noces, l'homme patientant 2 années, puis se lassant, et en épousant une autre, quelque occasion trop tentante de jeunesse et de richesse. Et le singulier était que cette découverte, cette conviction qui aurait dû passionner Saccard, l'emplissait au contraire d'une sorte d'embarras, tellement il comprenait la fatalité sotte de sa bonne fortune. Du reste, ils ne recommencèrent pas, puisque ni l'un ni l'autre ne paraissait en avoir l'envie. Pendant 15 jours, madame Caroline resta ainsi affreusement triste. La force de vivre, cette impulsion qui fait de la vie une nécessité et une joie, l'avait abandonnée.
Elle vaquait à ses occupations si multiples, mais comme absente, sans s'illusionner même sur la raison et l'intérêt des choses. C'était la machine humaine travaillant dans le désespoir du néant de tout. Et au milieu de ce naufrage de sa bravoure et de sa gaieté, elle ne goûtait qu'une distraction, celle de passer toutes ses heures libres, le front aux vitres d'une fenêtre du grand cabinet de travail, les regards fixés sur le jardin de l'hôtel voisin, cet hôtel Beauvilliers, où, depuis les premiers jours de son installation, elle devinait une détresse, une de ces misères cachées, si navrantes dans leur effort à sauvegarder les apparences. Il y avait là aussi des êtres qui souffraient, et son chagrin était comme trempé de ses larmes. Elle agonisait de mélancolie, jusqu'à se croire insensible et morte dans la douleur des autres.